Ces roquettes qui continuent de tomber sur Israël et notamment sur la région de Tel Aviv, ce qui risque de poser de sérieux problèmes pour le trafic aérien. Il y a eu une alerte ce matin, on va en parler tout de suite avec Léa Berdugo qui est en direct de Tel Aviv. Bonsoir Léa. D'abord on rappelle, il y a eu une alerte ce matin, une nouvelle alerte on va dire, sur Tel Aviv, alerte à la roquette, ce qui ce soir entraîne des conséquences très graves pour le trafic aérien international. Exactement, une alerte ce matin aux alentours de 10 h et pour la première fois un débris de roquette est tombé dans la ville de Yehuda, un peu plus d'1 kilomètre de l'aéroport Ben Gurion, ce qui est relativement proche. Conséquence, de nombreuses compagnies aériennes ont annulé les vols en provenance et en direction de Tel Aviv. Donc de nombreuses compagnies, déjà tous les vols américains ont été annulés. Air France KLM également a annulé ses vols en direction et en provenance d'Israël. C'est le cas également de la Lufthansa, donc des conséquences importantes sur le trafic, vous l'avez dit. Alors, on rappelle que ce n'est pas la première fois que l'aéroport est visé. On peut expliquer ça? Comment, à votre avis, le contexte international lié à l'affaire du missile qui a abattu un avion civil récemment en Ukraine? Oui, c'est un mélange de tout ça, mais surtout une volonté du Hamas de cibler le trafic aérien et la connexion entre Israël et le monde pour isoler encore une fois le pouvoir israélien. Alors c'est effectivement le cas puisque toutes les compagnies aériennes pour l'instant annulent, enfin une grande partie des compagnies aériennes annulent leurs vols sur Israël, donc en provenance et en direction d'Israël. Donc c'était le cas des compagnies américaines qui ont annulé les vols pendant 24 heures et elles donneront de nouvelles supplémentaires demain. Léa, un mot de la manifestation qui a lieu là où vous vous trouvez en ce moment dans le centre de Tel Aviv? Exactement, vous pouvez l'entendre peut-être et le voir derrière moi. Quelques dizaines de personnes pour l'instant se sont rassemblées contre la guerre en Israël et contre l'occupation, disent-ils, de la bande de Gaza et contre la ségrégation entre les Palestiniens et les Israéliens et entre les Arabes et les Israéliens à l'intérieur du pays. Alors il s'agit d'artistes, de journalistes, de philosophes de gauche qui se rassemblent ici pour dénoncer les opérations israéliennes qui se passe dans la bande de Gaza actuellement. Merci Léa Berdugo, on vous retrouve évidemment un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. Bonsoir Daniel Haïk, analyste sur i24 News. Bonsoir Lionel Friedfeld, vous êtes analyste financier. Alors il va y avoir des conséquences parce que ça c'est une mesure qui, si elle dure, peut avoir un impact très grave là cette fois sur toute l'économie du pays, Lionel. Alors effectivement c'est déjà un peu difficile de prévoir à l'avance les répercussions économiques. Une donnée clé, en fait, c'est El Al qui a annoncé aujourd'hui un profit warning, un warning sur ses revenus du troisième trimestre, et ça sera 50 millions de dollars de pertes à cause du conflit. Elle fera moins de ventes de billets, donc on peut s'attendre à ce que le conflit, on va dire, élargisse énormément les trous d'El Al également, mais aussi d'autres compagnies aériennes. Ouais. Daniel, comment on peut expliquer cette décision là aujourd'hui? C'est une mesure de précaution à votre avis de la part de toutes ces compagnies? C'est effectivement le résultat, comme l'a dit Léa, de la situation sur le terrain et puis de ce qui s'est passé aussi avec l'avion de Mazen Airlines. Mais quelque part, je crois d'abord il faut préciser une chose. El Al a peut-être perdu effectivement depuis le début du conflit, mais la compagnie israélienne pourrait augmenter ses gains, puisque si cette décision des compagnies européennes et américaines se prolonge, eh bien El Al serait la seule compagnie, on va dire, internationale d'envergure qui est capable de transporter des dizaines de milliers de passagers. Donc elle pourrait augmenter ses vols. Parce qu'elle va continuer d'opérer. Peut-être, voilà, parce qu'elle peut continuer d'opérer. Elle a pris des dispositions au cours des dernières années, à la suite d'un attentat contre l'un des avions israéliens. C'était un avion de la compagnie Arkia à Mombasa au Kenya, qui avait été attaqué par un missile sol-air. À la suite de cette attaque, fort heureusement il avait été raté, mais à la suite de cette attaque, eh bien, les avions israéliens avaient été équipés de systèmes de missiles anti-missiles, ce qui permet, dirons-nous, beaucoup plus de sûreté pour les avions israéliens. Maintenant, donc aujourd'hui, la situation est quelque part complexe. Il faut rappeler que c'est rarissime ce genre de décision. La dernière fois, si je ne m'abuse, il faudra vérifier dans les livres d'histoire, mais je crois que la dernière fois que l'on a interrompu le trafic, que certaines compagnies aériennes étrangères ont interrompu leur trafic, c'était il y a un peu plus de 25 ans, au moment de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe.
Ouais. Puis en plus, ça tombe très mal, hein, Lionel, parce qu'on est en pleine saison estivale. Alors déjà que le tourisme bat de l'aile en Israël, avec cette décision-là. Alors effectivement, enfin, l'industrie hôtelière a déjà provisionné à peu près 100 millions de pertes, à peu près à la quinzaine de jours du conflit, mais on pense que ce sera sans doute 500 millions de dollars qui va impacter l'économie israélienne. Mais cette décision est un peu logique. Des compagnies aériennes étrangères, on se souvient, la Malaysian Airlines avait eu par ce missile, son avion était tombé. On s'en souvient, il y a quelques mois également, avait eu son premier avion qui avait été tombé. Et en fait, il y a des class actions, il y a des gens qui font des procès. Ça coûte énormément d'argent, plus de 1 milliard de dollars. Donc les compagnies se disent, attendons 24 heures. Et surtout la réponse de la FFA, la Federal Aviation Agency, les Américains qui attendent un rapport précis de leurs homologues israéliens pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Ouais. Une précision concernant ce qu'a dit Léa sur le Hamas qui tente de cibler l'aéroport Ben Gurion. Il semble clair, on est au 15e jour du conflit, si le Hamas avait la capacité technique, technologique de tirer en direction de l'aéroport Ben Gurion et de cibler véritablement l'aéroport Ben Gurion, il est probable qu'il aurait déjà tiré des roquettes en direction. Enfin, en fait, le Hamas tente, tire, et c'est encore plus difficile pour lui depuis l'incursion terrestre, depuis la présence des forces israéliennes, en particulier dans ce quartier de Zajaya, dans le nord de la bande de Gaza. Donc ce sont des lanceurs, en tout cas moins artisanaux lorsqu'ils sont à plus longue portée, mais tout de même très imprécis et donc qui ne permettent pas au Hamas de véritablement menacer l'aéroport de Ninian. C'est presque un hasard si cette roquette s'est abattue à proximité donc, de Yehoud. Ouais. Effectivement, moi je pense, pour ajouter à ce que dit Daniel, ce sont des actifs stratégiques et le Homeland Security, la spécialité d'Israël, donc les aéroports, la centrale de Hadera, la centrale en fait, d'autres centrales électriques, thermiques, sont extrêmement bien protégées par des batteries antimissiles et c'est effectivement un hasard si ce missile est arrivé pas très proche, enfin pas très loin de l'aéroport. Bon, c'est un missile qui a fait des dégâts matériels, hein, pas de victimes, qui est tombé donc à Yehoud. Alors, est-ce qu'on ne touche pas là quand même du doigt une des faiblesses d'Israël, qui est de n'avoir qu'un seul gros aéroport international, et quand il est situé au mauvais endroit, comme ça semble être le cas là, finalement tout le trafic du pays peut être paralysé, Lionel. Alors effectivement, mais il y en a un deuxième qui est en construction à Eilat en fait, à Ofda, exactement, mais justement l'aéroport d'Eilat aussi n'est pas très bien situé par rapport à la bande de Gaza, c'est extrêmement dangereux, il y a énormément de roquettes qui se trouvent à Eilat. Pas loin. Effectivement, donc il y a l'aéroport un peu plus au nord de Sderot ou même dans le nord, mais effectivement Israël est un petit pays et à partir du moment où le Hamas a des roquettes pour pouvoir aller toucher tous les points stratégiques, il faut savoir se défendre. Il faut savoir que si les terroristes palestiniens, qu'ils soient du Hamas ou d'autres groupuscules, voulaient véritablement tirer, eh bien ils pourraient le faire aussi s'ils en avaient la capacité à partir de la Judée et de la Samarie, puisqu'il faut savoir que l'aéroport Ben Gurion est quasiment à la frontière de la Judée et de la Samarie, et que plus d'une fois, les avions, et en particulier depuis l'inauguration d'une nouvelle piste il y a quelques mois, eh bien, les avions sont obligés de tourner et de survoler une partie de la Judée de la Samarie. Et donc, ils restent soumis au risque de tirs ou de missiles solaires qui sont beaucoup plus faciles à tirer que par exemple des missiles du Hamas. Donc ça va bloquer le trafic là pendant 24 heures, ça représente beaucoup de passagers en termes de... C'est un certain volume. Ouais. En fait, les autorités israéliennes, quand même, ont prévu, avec l'autorité de Ben Gurion, ont pris des mesures, justement, de sécuritaires. Et il y a 3 types de grandes mesures qui ont été prises. Premièrement, c'est que les avions qui, en fait, qui doivent atterrir à Tel Aviv, en fait, on leur demande d'avoir plus de kérosène, parce que s'il y a des sirènes, ils peuvent tourner dans le ciel en attendant que l'alerte se passe. Numéro 2, que les équipages, notamment des compagnies aériennes étrangères, elles ne viennent plus passer un séjour après en Israël, elles repartent automatiquement. Donc ça, c'est des mesures qui sont intéressantes. Et surtout, troisièmement, c'est que le couloir aérien, en fait, civil a été réduit pour ne pas interférer avec le couloir militaire. Donc sans doute, après 24 ou 48 heures maximum, il y aura un retour du trafic à Ben Gurion, parce que c'est un actif stratégique pour le pays. Ouais, puis on rappelle que ce matin, ce qui a donc entraîné cette panique, c'est qu'un Boeing 747 de Delta a fait demi-tour en Méditerranée au moment de l'alerte sur Tel Aviv et est allé se poser à Paris, où les passagers seraient toujours bloqués d'ailleurs, qui arrivaient de New York. C'est logique, il y a eu des dizaines de missiles, enfin plusieurs missiles qui ont été tirés sur Tel Aviv, et les avions survolent Tel Aviv, celui qui arrive en Israël le sait, il n'y a pas véritablement de logique à durcir ce genre de mesures aujourd'hui, dans la mesure où pendant les 15 derniers jours, eh bien, il y a eu énormément de risques aussi déjà pour certains des avions. Et donc, finalement, s'il y a le dôme de fer qui protège la métropole de Tel Aviv, on peut dire qu'il protège également l'aéroport Ben Gurion. Alors, on va voir justement ce qui a occasionné toute cette vague d'annulation de vol ce soir. Eh bien, c'est cette roquette qui est tombée. Elle n'a pas été interceptée. D'habitude, l'homme de fer fait sans faute autour de Tel Aviv. Là, il n'a pas intercepté cette roquette qui est tombée sur une maison à Yehoud. Heureusement, il n'y a pas de victimes, mais des dégâts, comme l'a constaté sur place Léa Volbert.
Scène de panique à Yehoud, cette ville résidentielle située en périphérie de Tel Aviv. Une roquette a heurté une habitation sans faire de blessés graves. Ce mardi matin, comme presque tous les jours depuis le début de l'opération Bordure Protectrice le 8 juillet dernier, les sirènes ont retenti à Tel Aviv. En dépit de la destruction d'un grand nombre de bases de lancement sur la bande de Gaza, une salve de roquettes a une nouvelle fois été tirée sur le centre d'Israël. Au moins 2 d'entre elles ont été interceptées par le système Dôme de fer. Une autre est venue s'abattre sur cette maison, vide au moment de l'explosion. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Une roquette est tombée sur une maison à Yehoud. Nous nous sommes rendus sur les lieux. D'après ce que l'on sait, 2 personnes ont été blessées et sont actuellement pris en charge. Aucun blessé donc. Plusieurs dizaines de personnes du voisinage se sont spontanément réunies autour de la maison. C'est une ville très familiale. Tout le monde est concerné et s'investit pour son voisin. Ils sont tous venus pour voir si leur proche allait bien. Le système Dôme de fer intercepte en moyenne 90% des roquettes tirées vers les zones habitées. C'est la première fois depuis le début de l'opération Bordure Protectrice qu'une roquette tombe dans cette région. Ce mardi, au moins 25 roquettes ont été tirées sur le sud et le centre d'Israël. Voilà donc pour ce qui s'est passé à Yehoud. Donc aujourd'hui, 2 blessés légers, mais qui apparemment n'inspirent aucune inquiétude, qui ont été soignés sur place. C'était une personne en état de choc surtout. Daniel Aix, c'est vrai que les zones urbaines continuent d'être visées par le Hamas. C'est assez étonnant. Ouais. Je dois avouer que c'est assez étonnant que, alors que les forces israéliennes accentuent leur présence dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, eh bien, le Hamas parvient tout de même à, on va dire, sortir des rampes de missiles, tirer des missiles, alors que les Israéliens sont tout près. C'est tout à fait étonnant. Il est probable qu'au sein de l'armée israélienne, on essaye de juguler ce genre d'initiative de la part du Hamas. Il y a encore eu 2 interceptions à l'instant dans la région de Yavne par le système Dôme de fer. Est-ce que tout cela, parce qu'il y a des dégâts quand même, Lionel Friedfeld, pour des dégâts matériels, est-ce que tout cela aura un impact aussi sur l'économie, ou est-ce que le tissu économique industriel est plutôt épargné jusqu'à présent? Ça aura forcément un impact. On parle déjà de 1% du PNB, de la richesse nationale israélienne, qui se situe à 250 milliards de dollars. Mais Israël est solide, elle a un rating de A+, par Standard & Poor's. Et on va dire, le coût de ce conflit, on estime aujourd'hui à peu près de 2 milliards d'euros. Alors bien sûr, plus le conflit s'allonge, plus ça coûte d'argent. Mais l'économie israélienne a les forces, notamment parce qu'elle est orientée vers l'export, son high-tech, son industrie du diamant. Et en fait, c'est pour ça que, notamment, les marchés financiers israélien, et la bourse de Tel Aviv a très bien réagi. Il a été simplement en repli d'1% dimanche, et Wall Street avait été en hausse vendredi, mais sinon elle se comporte de façon extrêmement bien. Voilà, donc l'économie plutôt épargnée. On va retrouver à la frontière tout de suite entre Israël et Gaza Maxime Pérez pour un nouveau point. Maxime, un nouveau point sur ce qui se passe là ce soir, puisqu'on entend derrière vous des tirs, me semble-t-il. Oui, des tirs d'artillerie qui visent des terrains agricoles du secteur de Bet Hanoun, où l'armée suppose et même présume que des rampes de lancement de roquettes sont dissimulées sous terre. Il y a donc des frappes qui sont assez incessantes depuis maintenant 1 heure. L'armée, en général, intensifie ses opérations dès que la nuit tombe. Et je vous parlais tout à l'heure de ces fusées éclairantes. Eh bien, elles ont refait leur apparition derrière moi, dans le secteur nord de la bande de Gaza. Donc, le signe que l'armée israélienne opère au sol en ce moment même. Alors Maxime, une information aujourd'hui qui a été révélée d'ailleurs par 24 News dès ce matin, c'est que le Hamas envoie, semble-t-il, des combattants extrêmement jeunes, des adolescents, voire peut-être même des enfants qui seraient donc envoyés se battre contre les soldats israéliens. Oui, nous avons recueilli plusieurs témoignages. Le premier, c'est d'abord cette révélation de l'armée. Vous le savez, hier matin, un commando palestinien du Hamas, d'une quinzaine de terroristes, s'est infiltré en Israël via un tunnel tout près du kibbutz de Niram, à côté de Sderot. Cette attaque a causé la mort d'ailleurs de 4 soldats israéliens qui ont été touchés par un missile anti-tank. Eh bien, la plupart de ces terroristes, 10 au total, ont été abattus par l'armée. Une partie d'entre eux sont parvenus à s'échapper et le 13e aurait été arrêté. Il s'agit d'un adolescent palestinien de 16 ans. Évidemment, les soldats israéliens ont transmis ce terroriste au Shabak, au service de contre-espionnage israélien, pour
Une enquête est certainement un emprisonnement immédiat, mais ce qui est évidemment, tout cela est évidemment révélateur du mode opératoire du Hamas qui non seulement utilise la population civile, comme cela est souligné par l'armée israélienne depuis le début des hostilités, mais également utilise et recrute de jeunes adolescents pour combattre les forces israéliennes. Et puis, à côté de ce témoignage, il y a d'autres témoignages de soldats qui reviennent du champ de bataille à l'intérieur de Sajaïa et qui disent avoir fait face à des jeunes enfants dont ils ignorent l'âge, difficile à identifier selon eux, équipés d'armes Kalachnikov. Alors, il ne s'agit pas des combattants les plus robustes que les soldats israéliens auxquels les soldats israéliens font face, mais ils sont, disent-ils, déstabilisés par cette confrontation auquel ils ne s'attendaient pas. Merci Maxime Pérez en direct donc de la frontière entre Gaza et Israël, et on a entendu donc les tirs d'artillerie qui continuent ce soir. C'est pas une révélation, c'est vrai qu'on a déjà vu des vidéos, Daniel Haïk, où on voyait de jeunes enfants du Hamas, mais là on a la preuve qu'ils sont au combat et parfois en première ligne. Oui, ce n'est même pas la première fois que des Palestiniens utilisent des enfants. Pendant la première guerre du Liban en 1982, il était connu, il y a eu de nombreux témoignages de soldats israéliens, en particulier de réservistes, qui se sont retrouvés confrontés à ce dilemme de savoir s'ils devaient tirer sur des enfants qui étaient en train de leur tirer dessus avec des RPG ou avec même des charges explosives. C'est un dilemme connu et l'on voit que finalement de génération en génération cela se poursuit, et il n'y a pas la même valeur de la vie humaine de la part chez le Hamas que du côté israélien, ça c'est clair. Ouais. Alors on vient d'apprendre également, et ça c'est une initiative de l'Union européenne dont on dit souvent qu'elle est assez critique envers Israël, et qui là ce soir par l'intermédiaire des ministres des Affaires étrangères demande un désarmement, c'est ça, du Hamas et du djihad islamique. Oui, c'est un développement assez important d'une certaine manière. C'est presque une prise de conscience de la part de la communauté européenne, de l'Union européenne, du fait que le Hamas est un véritable mouvement terroriste et qu'il faut absolument, dans le contexte actuel, aller jusqu'au bout, jusqu'au désarmement. Et lorsqu'on dit désarmement, cela nous rappelle une des revendications importantes des Israéliens dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu, c'est la démilitarisation. Cela peut permettre à Israël de revendiquer cette clause de démilitarisation du Hamas beaucoup plus facilement. Lorsque l'Union européenne exige quasiment la même chose, et il est probable que peut-être que l'Union européenne va pousser les États-Unis à exiger le même genre de revendication, cela va faciliter la tâche d'Israël pour exiger une démilitarisation de la bande de Gaza. Cette démilitarisation, elle pourrait intervenir en deux étapes. Un peu comme ce qui s'est produit l'année dernière avec la Syrie, on a vu que Bachar el-Assad avait accepté une démilitarisation de son armement chimique en échange, on le sait, de son maintien au pouvoir. Alors peut-être qu'il faudrait amener une contrepartie au Hamas en échange de cette démilitarisation, et peut-être qu'on est en train d'enclencher une démarche qui verrait le Hamas se transformer de mouvement terroriste armé, militaire, en mouvement uniquement social, d'ordre social. Et là, alors le Hamas pourrait exiger, par exemple, des subventions importantes de la part du Qatar qui veut s'impliquer, des milliards de dollars qui pourraient être insufflés dans la bande de Gaza pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Justement, on parlait de l'argent du Hamas avec vous il y a quelques jours, Lionel Friedfeld. Tout cet argent qui est promis aujourd'hui par des pays, même les Américains, annoncent vouloir verser de l'argent. Est-ce qu'on est sûr que les dirigeants, et notamment Khaled Meshal, qui vit dans des conditions plus que luxueuses au Qatar, ne vont pas confisquer de nouveau cet argent? Est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer qu'il arrive vraiment à la population de Gaza? Je crois que la clé du conflit est bien là, c'est l'argent versé par le Qatar, les États-Unis, la communauté internationale. En fait, il faudrait une espèce de tableau rond international. On sait très bien que le Qatar, les Émirats arabes unis, sont des investisseurs, ils ont des fonds souverains importants, ils pourraient avoir une table ronde justement, en mettant un pool d'argent, en syndiquant de l'argent et en donnant à des gestionnaires privés un petit peu des financiers et des hommes politiques, notamment qui sont issus du FMI. On en avait un ancien représentant au sein du Fatah, justement pour gérer cet argent, construire des hôpitaux, construire des écoles, former les gens à Gaza, les instruire et justement prôner l'économique justement au-delà simplement du message de haine et de guerre.
Ouais. Alors on parlait tout à l'heure, hein, j'en profite là pour rajouter une autre compagnie aérienne qui se joint au mouvement. Là, c'est une sorte de, on ne sait pas c'est le mot ce soir, c'est Air Canada qui maintenant à son tour suspend tous ses vols pour aujourd'hui. Hein, il ne parle pas encore de demain soir, mais en tout cas pour 24 heures, donc entre Tel Aviv et le Canada. On parlait de cet argent, effectivement, c'est assez surprenant, hein, Daniel Haïk, quand on voit l'opulence dans laquelle vivent les dirigeants du Hamas et le dénuement de la population. Et puis à quoi sert cet argent? Finalement, on comprend aujourd'hui. C'est à équiper le Hamas, la branche militaire. À équiper, à utiliser, à creuser ces kilomètres de tunnels. Et quelque part, je crois que la communauté internationale commence à prendre conscience aussi de cet état de fait. Elle a mis du temps avant de prendre conscience qu'une partie de l'argent qui était insufflé dans l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, en Cisjordanie, était utilisé à des fins de corruption. On a vu par exemple la Norvège se démarquer de cesser ses virements en direction de l'autorité palestinienne. Il est probable que face au Hamas, s'il devait y avoir des négociations, un cessez-le-feu et une redistribution de la donne au niveau de la bande de Gaza, eh bien, il est probable que la communauté internationale ferait bien plus attention avant de distribuer le moindre fonds en direction du Hamas. Avec une nuance quand même pour le Qatar, parce qu'on a vu par exemple aujourd'hui qu'Al Jazeera a été ciblé par une frappe de Tsahal à Gaza. Al Jazeera et le Qatar qui sont vraiment partie prenante, là on va dire, c'est pas simplement un État qui donne de l'argent, c'est un État qui soutient politiquement aussi le Hamas. Donc là on a peut-être moins de contrôle sur l'argent qui est versé par le Qatar au Hamas. Il y a moins de contrôle forcément, mais je pense qu'il y a un chiffre clé, c'est que le PNB par habitant dans la bande de Gaza est de 1700 $. Vous prenez le PNB en Cisjordanie est de 4300 $ et le PNB par habitant en Israël est de 33 000 $. Et en fait la problématique est simplement là, si on arrive à niveler en fait le niveau ensemble, eh ben, il y aura un développement économique dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. Il faut que notamment la bourse en Cisjordanie puisse être moteur. Aujourd'hui, il n'y a que 40 ou 50 sociétés qui sont cotées en bourse. La capitalisation boursière est simplement de 3 milliards $. C'est même pas la moitié de la capitalisation boursière de Teva. L'indice notamment de Palestine est représenté à 1/3 par Paltel, Palestinian Telecom. Donc il faut véritablement développer l'économie palestinienne, qui soit de Cisjordanie et de Gaza. Ouais. Je suis quand même interpellé par une forme de double visage du Qatar. On parle beaucoup du Qatar avec la Coupe du Monde, le football, la passion de l'émir du Qatar ou d'un de ses princes pour le Paris Saint-Germain, dont il est le propriétaire. Les chaînes de télévision. Les chaînes de télévision et toutes sortes de mécénats dont on parle beaucoup en Europe et en France en particulier. Mais il y a un deuxième visage du Qatar qui est un visage d'un État qui subventionne la cause terroriste et qui subventionne en particulier des organisations comme le Hamas. Et là, cela doit interpeller la communauté internationale et peut-être qu'aujourd'hui, quelque part, la communauté internationale prend conscience et c'est indirectement une victoire de Benyamin Netanyahou qui le clamait le mois dernier lorsqu'il y a eu ce gouvernement d'union nationale avec l'autorité palestinienne. Quelque part, c'est le résultat de ce cri, de cet appel lancé par Benyamin Netanyahou à démarquer totalement l'autorité palestinienne du Hamas. Alors, on va retourner maintenant à Ashkelon, dans le sud d'Israël, retrouver Julien Baloul, qui assistait tout à l'heure aux obsèques d'un soldat franco-israélien, le premier soldat franco-israélien tué dans ce conflit à Gaza. Julien, il y avait encore beaucoup de monde ce soir. Oui, absolument. Nous avons eu du mal d'ailleurs à quitter le cimetière pour pouvoir arriver ici. Il y avait à peu près 5000 personnes, selon les estimations de la radio. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que l'armée avait demandé à ce que seule la famille et les proches viennent sur place en raison de la menace de requête. Et pour cause, les sirènes ne cessent pas dans cette région. Ils ne voulaient que 300 personnes rassemblées pour pouvoir gérer la situation en cas de sirène. En vain, donc 5000 personnes sont venues, beaucoup d'anonymes sont venus rendre hommage à ce Français, beaucoup de Français donc sont venus aussi parce qu'ils se sentaient concernés et c'était assez impressionnant à voir parce que nous étions à l'enterrement, la mère évidemment, la famille pleurait leurs proches qui étaient morts, le cercueil était là régulièrement. L'armée était obligée de prendre la parole au micro pour dire s'il y a une sirène, s'il vous plaît, mettez-vous au sol, en sachant que nous étions évidemment dans un terrain où il n'y avait nulle part où aller. Et donc on entendait des explosions au loin, des booms de d'autres villes, des
ou des tirs d'artillerie des échos de la bande de Gaza. Nous savions qu'à tout moment, une sirène pouvait avoir lieu au plein milieu de l'enterrement et qu'il y aurait pu avoir une scène de panique. Ça n'a pas eu lieu. L'enterrement s'est passé dans de bonnes conditions avec énormément de monde, beaucoup d'hommages, beaucoup d'anonymes, des députés, la ministre de l'Intégration et énormément de monde qui sont venus soutenir la famille dans cette épreuve, notamment le grand-père et la mère et le père qui étaient très affectés évidemment par la perte de leur fils et de leur petit-fils. Merci Julien Baloulon, on vous retrouvera tout à l'heure en direct d'Ashkelon, puisqu'effectivement il y a toujours des menaces de tir de roquettes. Vous vouliez dire un mot, Daniel Haïk, sur ce soldat? Sur ce soldat, on peut dire qu'effectivement c'est un soldat brillant, particulièrement brillant, Jordan Ben Semoun, qui était monté en Israël, qui s'était installé en Israël de Lyon et qui avait donc suivi, après avoir fait des études la terminale, seconde et terminale en Israël, il était rentré dans une école pré-militaire et il s'était tout à fait distingué. Il était considéré comme l'un des meilleurs soldats de son unité d'élite EGOS, qui est une unité d'élite extrêmement cotée. Il était considéré comme l'un des meilleurs soldats de cette unité, si ce n'est le meilleur. Et donc c'est vraiment véritablement une perte, et bien entendu une perte pour sa famille et pour les proches et pour la communauté francophone. Ouais, alors, et peut-être un mot aussi sur la société israélienne. Pendant cette période où il y a des obsèques de soldats israéliens, il y a eu un événement qui ressemble à ce qu'on a vu, ce que nous décrivait Julien hier à Haïfa. Il y a un soldat aussi originaire du Texas, Sean Jacoby. On craignait qu'il n'y ait pas grand monde à ses obsèques puisque sa famille vit aux États-Unis. Et finalement, il y a eu un appel dans Facebook à se mobiliser, à aller participer, assister à ces obsèques. Et il y avait 20 000 personnes autour de son cercueil pour l'accompagner à sa dernière demeure. Et c'est quelque part une preuve de cette mobilisation exceptionnelle de la société israélienne qui, dans la douleur, s'est restée unie et pleure ses enfants. Voilà, 28 soldats donc, ce soir tués. Et puis il y a le cas de ce soldat présumé mort et annoncé comme mort par l'armée israélienne et que le Hamas affirme détenir. Il s'agit en fait d'une partie de sa dépouille. On vous en parlera dans un instant. Merci à vous Lionel Friedfeld, Daniel Haïk, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On parlera notamment de l'aspect diplomatique de ce conflit entre Israël et le Hamas. Merci. Suite de l'édition spéciale dans un instant.